Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes, et puis bonne santé, bien évidemment. C'est encore, même si nous sommes déconfinés, la santé reste bien majeure pour nous tous et j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Je m'appelle donc, je répète, Claude Benoît et je suis directeur du Club des entreprises de Grenoble. Et au nom du président Charles Marcolin, chef d'entreprise, et puis de toute l'équipe, nous sommes très très heureux de vous retrouver ou de vous assister aujourd'hui à notre webinaire qui est le sixième de la saison, puisque nous avons commencé le 9 avril, toujours de 11h à 12h, et que nous avons toujours entre 40 et 60 participants, notamment aujourd'hui, on en a 58. Donc toujours, vous savez, nous faisons appel à des experts, à des professionnels pour nous traiter bénévoles, hein, donc je les remercie d'autant plus et sur des sujets qui nous semblent importants, intéressants. Et nous avons pour cela étudié, rencontré, vu l'e-réputation, l'incroyable percée technologique de la Chine, comment valoriser sa marque employeur, l'écoute client, leadership de soi et leadership à distance. Et aujourd'hui, un sujet aussi très très passionnant et par quelqu'un qui est aussi un pro qui va vous intéresser. L'esprit dojo, présence, bienveillance et résilience par Éric Hubler. Avant de vous présenter Éric Hubler, comme d'habitude, un petit coup de cœur sur les livres. 3 livres aujourd'hui. Cette semaine, d'habitude, vous savez que vous pouvez aller sur notre site, retrouver ces livres qu'on vous propose et qu'on a choisis pour vous. Donc, ils sont nombreux sur des domaines variés. Donc, allez-y, voyez ce qui vous intéresse particulièrement. Donc, 3 livres aujourd'hui, qui ont pour thème commun l'équilibre. Et vous verrez que tout à l'heure, dans l'intervention d'Éric, vous aurez cette notion d'équilibre, bien évidemment. Donc, un livre qui s'appelle Human Machine, Jean de la Rochebrochard, qui était un homme de confiance de Xavier Niel, qui est bien connu. Et justement, il est en quête d'une plongée dans son univers qui l'amène à être en permanence à la recherche de l'équilibre, celui qui permet à chacun de devenir la meilleure version de soi-même. Donc, Human Machine, qui vient de paraître. Après, eh bien, nous avons choisi 2 livres qui ont été écrits et on met en valeur le dynamisme et la pertinence de l'écriture d'Éric Hubler, qui a écrit des livres, notamment Éric Hubler et Philippe Blanc, qui s'appelle L'équilibriste, qui est un livre très, 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 très intéressant. Et je prends ce qu'avait dit Lisiane Beaujard, directrice de formation du groupe Danone, qui dit « Lire l'équilibriste, c'est commencer un voyage avec soi-même, tout à la fois inspirant et simple, qui permet de transformer certains comportements afin d'accéder à l'équilibre et donc à la sérénité et au bonheur, pas à pas sur le fil », d'ailleurs il appelle philosophie de l'équilibriste, et donc le fil est fidèle, nous cheminons et découvrons la puissance de l'équilibre, si utile à tous les moments de la vie. Alors c'est un livre intéressant parce que ça rencontre de 2 personnes, un qui est finalement en déséquilibre et puis un sage, un vieux, qui est un peu vieux, parce que je ne sais pas s'il faut être vieux pour être sage, mais enfin c'est le cas, et qui échangent à tous les deux et qui se transforment, cette relation, en amitié et en incroyable transformation intérieure. Donc à lire, bien évidemment, très, 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 très rapidement. Et puis, c'est un livre passionnant. Cet ouvrage aussi, un autre, toujours écrit par Éric Hubler, cette fois en collaboration avec Hervé Lutringer, qui est en fait qui est une puissance, je vous lis le général Delors Laval, ex-directeur d'enseignement à l'école de guerre, qui puisse, en fait, c'est l'idée de relation entre commandement et management, hein, et donc les rapports qu'il y a. Cet ouvrage possède une puissance pédagogique indéniable et présente peu d'équivalent dans les publications récentes. Il pourra, à mon avis, contribuer efficacement à former des jeunes chefs de demain. Donc, Leader est aussi un livre qui fait un parallèle entre l'univers civil du management et l'univers militaire du commandement. Donc, ces 2 livres, je pense que peut-être notre intervenant, Eric, vous en parlera davantage. Bien, en ce qui concerne la présentation d'Éric Hubler. Alors, Éric Hubler anime des conférences professionnelles, beaucoup de succès, à travers le monde, dans 250 organisations différentes, peut-être 251 aujourd'hui, 8000 personnes formées. Éric est un aventurier né, hein, avec une passion contagieuse,
Et il a un thème favori qui est le leadership par l'équilibre. Et l'équilibre, bienveillance et exigence sont aussi deux thèmes liés à l'équilibre. C'est-à-dire que comment transformer un déséquilibre en équilibre. Il nous l'expliquera. Sur son parcours, beaucoup de choses. Alors là, j'ai choisi quelques-uns, mais on pourrait tenir une demi-heure, ce qui n'est pas forcément l'objectif. Mais donc, il était aux États-Unis comme responsable de l'Alsace Trade Office. Après, il a fait tout un parcours en Amérique du Sud. Il a été directeur en export du leader européen sur le leader mondial, mais lui était responsable européen de l'export sur le leader j'ai oublié, bon, tout va bien. Mais je suis fâché, moi, avec certains produits. Entreprise familiale, après, Eric a repris le développement commercial de l'entreprise familiale. Et il a été d'ailleurs il a eu le finaliste en 2004 pour le PME les plus performantes. Il se lance en 2005 dans l'ouverture vraiment d'une entreprise. C'est lui qui va continuer à être là, à être entrepreneur, en créant Altamira Développement. Et donc, c'est là qu'il a développé sa méthode Aikido Management, qui est à partir de philosophie orientale. Vous avez compris qu'Aikido, c'est son sport favori. Il a été président du club Aikido, membre du comité directeur au niveau national. Il a ensuite créé, mais alors dans tout le domaine, pour montrer la capacité très très diverse d'Eric, il a créé une Clébard Concept, qui est un accessoire, qui est même de start-up, d'accessoires pour chiens, etc., etc. Il y aurait plein de choses à dire. Et sur le plan managérial, je n'irai pas plus loin parce qu'il a développé l'idée qu'exigence et bienveillance, etc., etc. Mais là, il va nous l'expliquer. Pour conclure, eh bien, je finirai par une citation que j'ai trouvée dans la première citation dans son livre Leader, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui s'exprime comme ça. C'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par assembler du bois, couper des planches et distribuer du travail, mais réveille chez les hommes le désir de la mer grande et belle. Ça fait penser aussi à parabole des tailleurs de pierre, mais c'est l'idée effectivement d'ambition et de vision qui diffère complètement après sur le travail, bien évidemment. Et donc maintenant, eh bien, écoutez, place à l'esprit dojo, lieu où on pratique la voix. On en discutait tout à l'heure, mais c'est bien lié aussi à Lao Tzu et puis au Tao, donc qui sont aussi. Et je répète comme ça, peut-être pour finir, mais de mémoire, puisqu'on a parlé de Lao Tzu tout à l'heure, le but n'est pas le but, mais c'est le chemin. Eh bien, place bien évidemment à Eric. Merci d'intervenir encore. Et puis, alors, bonne écoute. Et puis, bonne santé à tous. Prenez soin de vous. À toi, Eric. Vous m'entendez? Claude? OK. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et un grand merci à Claude pour cette magnifique introduction. Je rougissais de mon côté. En tout cas, merci pour cette présentation et je suis très heureux. Je vous remercie de m'accueillir pour ce webinaire aujourd'hui. Et donc, je vais essayer de partager avec vous dans le temps qui m'est imparti, 20, 25, 30 minutes, ce sur quoi j'ai travaillé depuis une quinzaine d'années, qui peut se résumer par l'esprit du dojo, c'est-à-dire j'ai développé une approche. Alors, ce que je vais faire avant de continuer, je vais tout de suite partager l'écran, ça vous donnera un support visuel. Est-ce que vous le voyez? Juste pour que... Voilà. J'espère que vous le voyez. Vous confirmez si vous voyez? Pas encore, mais je pense que ça ne va pas tarder. Voilà. Normalement, ça devrait maintenant être le cas. C'est bon. OK, très bien. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure à Claude et à Richard, ce n'est pas évident en 20-25 minutes de résumer ce qui normalement prend 2 à 3 jours dans un séminaire pour expérimenter. Mais je vais essayer en quelques
en quelques grandes idées de vous résumer ce que contient cette approche. Alors, comme le disait Claude, en 2005, j'ai lancé un concept que j'ai appelé Aikido Management. L'idée étant de faire la jonction entre ce que j'avais expérimenté dans l'expérience du management, de la vie des affaires, et puis ce que j'avais appris dans la pratique des arts martiaux. Donc, c'est une activité qui se traduit par des conférences, des formations, essentiellement pour les managers. Je veux dire que les managers représentent à peu près 85% de mes publics, top dirigeants ou middle management, tous les types de managers. Et également donc, du conseil et du coaching que je fais individuel et d'équipe. Voilà. Alors, tout à l'heure, Claude disait que j'avais effectivement passé 12 ans dans la société familiale. Je me suis rendu compte, après, une fois que j'en étais sorti, que nous étions un cas de ce qu'on appelle la judo-stratégie, qui est un livre d'ailleurs dont je vous recommande la lecture, que moi j'ai découvert à peu près en 2003-2004, qui est un très bon livre qui explique comment un acteur de petite taille peut finalement prendre le dessus sur des acteurs plus puissants dans la vie des affaires, en stratégie concurrentielle, et comme on le fait dans le judo. En fait, ce sont deux chercheurs de Harvard qui ont étudié ça et qui n'étaient pas des judokas eux-mêmes, mais qui sont allés voir des judokas, parler avec des judokas, des entraîneurs et comprendre quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser dans le domaine des affaires en s'inspirant du monde du judo. Et c'est très riche. Bon, ce n'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, ça pourrait être d'une autre parce que dans le domaine commercial, c'est très riche. Et sans doute que beaucoup d'entre vous travaillent dans des PME et être confrontés justement à à des acteurs parfois plus puissants financièrement ou autres. Voilà. Alors un mot, merci Claude pour la présentation sur les livres, ça me fait toujours très plaisir d'avoir ce genre de retour. Ça fait partie de mon travail d'écrire des livres. J'ai commencé en 2009 avec une première publication en 2010 par un éditeur canadien du livre L'équilibriste, qui est un peu, on pourrait dire, un conte philosophique sur l'équilibre et qui utilise la métaphore de l'équilibriste justement, qui traverse son fil. Et puis après, j'ai complété avec un deuxième qui s'appelle Leader, que j'ai coécrit avec Hervé Lutringer, donc sur le thème du leadership, commandement et management. Et un troisième livre, Light, qui est plus axé développement personnel, réflexion sur un parcours de vie. Voilà. Si ça vous intéresse, je pourrais répondre à vos questions sur le sujet plus tard. Alors, les enseignements majeurs du dojo. Alors, le dojo, je vais vous partager ce qui est mon expérience. Moi, j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance, d'apprendre avec des gens qui m'ont beaucoup inspiré dans ce domaine-là. Le premier, c'était cet homme que vous voyez apparaître, qui s'appelait, puisque malheureusement il n'est plus de ce monde, Émile Sand, qui a été mon professeur de judo pendant une bonne dizaine d'années. J'ai découvert le judo à 8 ans, comme sans doute beaucoup d'entre vous, puisque le judo fait partie des sports les plus pratiqués en France, avec le foot et le tennis. Moi, c'était le judo. Et Monsieur Sand, dans notre bourgade Lorraine, était un homme très apprécié, on aimait chez lui. C'était un cheminot dans la vie professionnelle, hein, mais le judo avait une place importante dans sa vie et c'était vraiment un personnage. Il avait un charisme, il avait une présence, il avait une générosité, mais il avait en même temps une très forte exigence. Et je vous livrerai une petite anecdote sur le sujet un petit peu plus tard. Et mon deuxième mentor, si je peux dire, dans le domaine de la pratique des arts martiaux, a été Fernand Simon, que vous voyez apparaître là sur la deuxième photo, et qui fait partie des pionniers de l'aïkido en France. Il a été formé par des maîtres japonais qui étaient des disciples du fondateur de l'aïkido, qui a vécu jusqu'en 1969. Et je parle du fondateur de l'aïkido. Et donc, lui a bénéficié directement de ces enseignements-là, et Fernand Simon a formé la plupart des enseignants qu'on a en Alsace, puisque moi je viens de Strasbourg. Et c'est un personnage au même titre qu'Émile Sand pour le judo. Ce sont des personnages qui ont une énorme connaissance, une énorme exemplarité, c'est-à-dire tout ce qu'ils vous disent sonne juste, c'est vrai, c'est puissant, c'est inspirant. Voilà, donc j'ai appris à leur contact et puis après j'ai fait ce travail sur moi-même, mais ce sont des repères pour moi. Alors, le dojo. Je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle, qui vous évoque quelque chose. Le dojo donc, vient du japonais, veut dire étymologiquement le lieu où l'on pratique la voie, où l'on étudie, où l'on chemine. C'est un espace qui d'abord trouve son origine dans le bouddhisme, dans la pratique du zen, la pratique de la méditation, et ensuite qui par extension s'est appliqué à l'univers des arts martiaux.
Alors là, vous voyez un dojo traditionnel en photo. Bon, aujourd'hui, les dojos ressemblent à des espaces avec des tatamis verts, orange, où on pratique souvent de la compétition. Alors, en Aikido, il n'y a pas de compétition. Je vais vous parler un petit peu de l'Aikido après, mais ce n'est pas ça le sujet. Finalement, la question, c'est un lieu dédié au développement de soi, à l'acquisition d'une certaine maîtrise. Alors, une maîtrise technique, puisqu'on apprend une discipline. Hein, le do fait référence à la voie, le jo au lieu. Il y a tout un tas d'arts martiaux au Japon, hein, mais pas qu'au Japon, et ils finissent généralement par do. Le judo est la voie de la souplesse, l'aïkido est la voie de l'harmonisation des énergies, le karaté-do est la voie de la main vide, le kendo est la voie du sabre, le ken, le sabre en bois, euh, en bambou pour la pratique du kendo, etc., etc. Donc à chaque do sa spécialité, mais ce qui est important à retenir, c'est que dans cette idée de do, et c'est ce que disait Claude en préambule, c'est qu'il y a l'idée de progresser sur une voie. Au fond, la finalité n'est pas si importante. Elle fait office de moteur à l'enthousiasme et à l'envie d'aller plus loin. Mais c'est vraiment dans la pratique, dans l'instant, que l'on apprend. Et ça, c'est très important parce que c'est une vraie philosophie qu'ont les Japonais d'ailleurs, de vivre dans l'instant beaucoup plus qu'en se projetant constamment dans le futur. Voilà. À partir de cette idée-là, de mon point de vue, tout espace dans la vie pourrait devenir un dojo, puisqu'on peut le décantonner de la pratique des arts martiaux et se dire, au fond, quand je suis dans l'entreprise, c'est un dojo, puisque c'est un lieu où je vais pratiquer la voie. Donc la voie du travailler ensemble, la voie d'une certaine excellence commerciale, technique, administrative, etc. À chacun sa spécialité. Il en va de même pour votre domicile. Votre domicile est un dojo qui va vous aider à progresser en tant que conjointe, en tant que parent, en tant qu'enfant peut-être, etc. Et au fond, quel que soit l'espace dans lequel vous évoluez, en sortant des tatamis, vous pouvez vous dire tout espace est potentiellement un dojo, un lieu de pratique de la voie. Alors, progresser sur la voie, il y a pour ça des leviers que je résume pour ma part en 3 axes principaux qui sont la posture juste, ensuite l'action juste et la relation juste. Voilà, ça c'est, si vous voulez, c'est un peu l'articulation, le canevas principal de mon travail. Alors, compte tenu du temps qui m'est imparti aujourd'hui, je vais vraiment aller à l'essentiel et je vais ressortir quelques idées principales. Alors, je vous disais que l'aïkido donc, est la voie de l'harmonisation des énergies. Il a été fondé dans les années 1924-25, si vous voulez, à peu près un siècle d'existence dans sa formule. Déjà, c'est là où le maître Morihei Ueshiba, qui est son créateur, avait trouvé la maturité de ce qu'il recherchait. Puis après, ça n'a cessé d'évoluer, bien entendu, mais ça a été une quête pour lui, et donc à peu près un siècle. Mais ancré dans une tradition, bien sûr, ancestrale, puisque lui-même avait pratiqué tous les types de Budo, c'est-à-dire à main nue, avec des armes. Il avait fait la guerre aussi, d'ailleurs, hein, contre la Russie en 1905. Et il n'était pas satisfait de sa pratique, il y avait quelque chose qui lui manquait fondamentalement. Et l'aïkido est un art martial un peu particulier dans le sens où, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de compétition. Et au fond, s'il y a une compétition engagée, c'est vis-à-vis de soi-même. C'est d'apprendre, à partir d'une maîtrise technique, d'apprendre à mettre de la non-violence là où on part d'une situation qui est souvent violente. La vie est intrinsèquement violente. Il y a de la violence dans la nature, il y en a entre les êtres humains, il y en a un peu partout. Et donc, au fond, nous avons un rôle à jouer par rapport à ça, un rôle de pacification, de non-violence, mais ça ne peut passer que par la maîtrise de certains outils. Vous savez, une arme n'a pas d'âme en tant que telle, elle a l'âme que vous lui donnez. C'est-à-dire un sabre va pouvoir détruire la vie, trancher, couper, mais un sabre peut également protéger la vie. Et dans l'aïkido, on va utiliser des armes qui vont permettre justement de protéger la vie. Donc, d'où cette idée de l'harmonie, de l'harmonisation. C'est un choix, c'est un parti pris de faire que notre art martial doit nous permettre de mettre de la paix dans le monde. Voilà. C'était vraiment ça l'idée fondamentale du fondateur de l'aïkido, qui est plus qu'un pratiquant d'art martial, c'était un vrai maître spirituel dans ce sens-là. Aikido est fait de trois kanji, hein, comme on dit, les symboles japonais. Le ai signifiant harmonie au sens de l'unité. Le ki est l'énergie vitale, le souffle, qui est le chi chez les Chinois, c'est le souffle universel qui est dans tout l'univers et qui passe à travers nous, à travers nos méridiens, qui se concentre en un centre d'énergie vitale, j'y reviendrai après. Et le do signifie la voix, on retrouve le même do que dans dojo. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de se dire, au fond, l'aïkido, c'est aussi
une extraordinaire voie du leadership. J'entendais tout à l'heure parler du leadership de soi. Oui, le leadership commence par soi-même. C'est pas en exerçant son leadership sur les autres qu'on commence, c'est en faisant un vrai travail qui peut durer une vie entière, un travail sur soi, de connaissance de soi, de maîtrise de soi, de confiance en soi, d'affirmation de soi. C'est tout ce travail, au fond, qui va aller puiser dans différents univers corporels, philosophiques, techniques, etc. Donc, considérons que, et c'est ce qui fait le lien entre Aikido et management, c'est que l'Aikido est une voie du leadership. Alors, quand on parle d'énergie, je vais déjà développer cet aspect-là parce que c'est un des points sur lesquels je voudrais développer mon approche aujourd'hui, et dans le temps qui m'est imparti, qui reste court. Donc, je vais vraiment aller à l'essentiel aujourd'hui. Le ki, l'énergie vitale, est le point de départ de tout. Nous faisons dans nos entreprises souvent l'erreur de nous focaliser constamment sur, vous voyez, le quatrième rectangle qui est les résultats. Au fond, on a une espèce de focalisation permanente sur il faut être performant, il faut produire du résultat, voilà les objectifs à court, à moyen, à long terme. On se focalise toujours sur ce qu'est la finalité. C'est une erreur. C'est une erreur essentielle parce que ça met totalement de côté ce qui est le moteur de ces résultats, qui, au fond, les résultats ne devraient être que la conséquence naturelle des bonnes attitudes, des bonnes pratiques. Et tout ça part finalement de la quantité et de la qualité d'énergie vitale que chacun de nous a en lui. Ce qu'il a pour se gérer lui-même et pour gérer ses relations avec son environnement. Donc, considérez d'abord que l'énergie vitale est le point de départ de tout ce que vous allez produire dans votre vie personnelle, familiale, professionnelle et autres. C'est à partir de cette énergie et de cette qualité d'énergie que vous allez pouvoir développer une vraie qualité de confiance, de bien-être, d'équilibre et de motivation qui va vous permettre ensuite de choisir de vous engager dans un combat donné, dans votre entreprise, dans votre vie de famille, etc., dans vos relations amicales. L'engagement n'est possible que si vous avez la confiance, que si vous avez ce ciment d'équilibre, que si vous avez la motivation pour le faire. Et à partir du moment où vous réunissez tous ces éléments-là, naturellement, vous allez faire certains résultats qui ont toute chance d'être de bons résultats si vous entretenez cette dynamique de manière permanente. Alors, sur la question de l'énergie, il faut considérer que l'énergie n'est pas une énergie. Nous avons 4 leviers sur lesquels nous pouvons agir, qui sont les suivants. Le premier niveau d'énergie va être l'énergie du corps. Nous avons tous un corps qui est notre véhicule, dont on ne nous apprend pas à nous servir. On a absolument conscience dans les écoles de l'importance de nous rendre sensibles au rôle du corps. D'ailleurs, on sépare constamment le corps et l'esprit. Ils sont comme si c'était deux entités qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre, alors qu'elles sont totalement liées. Et chacun de nous le sait d'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire tout un discours sur le sujet. Donc l'énergie du corps, ça veut dire apprendre à mobiliser au mieux son énergie sur un plan physique, biochimique, pour métaboliser, ça va faire en sorte que chaque jour en se levant le matin, nous créons les conditions finalement pour avoir envie de s'en nos différentes actions. Mais ça, ce n'est possible que si vous dormez bien, que si vous vous alimentez bien, que si vous bougez suffisamment, que si vous savez respirer, que si vous savez tenir votre corps, puisqu'il y a une très grande différence, par exemple, entre un corps avachi qui va comprimer le diaphragme et donc empêcher une bonne circulation du sang, donc ça va avoir un effet fatalement sur l'oxygénation de votre cerveau. Vous pouvez être très compétent dans un domaine. Si votre corps dysfonctionne, vous ne pourrez pas exprimer vos compétences. Et vous allez aussi réduire votre immunité. Donc la santé corporelle, l'énergie corporelle, c'est très important et c'est même un point de départ. Donc vraiment, en tant que leader au sein de votre organisation, de votre équipe, de votre département, ayez conscience de toute l'importance chaque jour d'accorder du temps, de l'attention et de l'amour pour votre corps, parce que c'est quelque chose qui n'est pas une réalité conceptuelle ou abstraite, c'est très concret votre corps. Ça vit dans le présent, vous pouvez le sentir, le toucher, et donc il faut l'entretenir et lui donner l'importance qu'il mérite. Ensuite, il y a un deuxième niveau d'énergie qui est l'énergie mentale. Alors, je dirais que c'est l'énergie de l'esprit, la manière dont vous organisez votre vie sur le plan de l'idée, de la réflexion. C'est les croyances qui alimentent vos comportements. À partir de quelles croyances développez-vous votre façon de faire? Alors, je vois un message qui apparaît. J'espère que vous voyez toujours bien l'écran. Richard, tu confirmes? Oui, tout est bon. C'est les D'accord. questions qui commencent Ok. à tomber auxquelles tu répondras tout à l'heure. Ah, d'accord, ok, merci. Donc, l'énergie mentale, la manière dont vous conceptualisez votre réflexion,
Alors, c'est très important parce que c'est aussi la force mentale, c'est ce qui vous donne la détermination, le courage, l'esprit de responsabilité, l'engagement. Voilà. Donc, c'est très important. Et bien entendu, il va y avoir un lien direct entre comment fonctionne votre corps et comment fonctionne votre mental. Qui, soit dit en passant, le mental peut être aussi votre pire ennemi. Mais voilà, ça mériterait d'être développé. On le fera peut-être un petit peu après. Le troisième niveau d'énergie, très important, c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie émotionnelle. Euh, Quoi de plus important que la joie de vivre? Aujourd'hui, on voit bien dans la situation que l'on traverse que le pessimisme semble l'emporter. C'est inquiétant parce que ça nous laisse penser que notre niveau d'énergie, finalement, physique, mental, émotionnel, est bas. Quelle que soit l'épreuve, aujourd'hui nous avons évidemment un virus qui nous challenge énormément, qui nous bouscule, mais qui ne doit pas nous effondrer. Et il nous donne une chance, ce virus, c'est qu'il n'est pas aussi grave qu'il aurait pu l'être. Il aurait pu être beaucoup plus terrifiant. On pourrait l'attraper à la première inspiration. Non, ce n'est pas le cas. Il nous donne une chance de nous en sortir et on doit d'autant mieux s'en sortir qu'on va redéployer notre énergie de vivre, l'envie de vivre, l'envie d'aller de l'avant, le fait de rire. Et tout est prétexte aussi à rire, à s'amuser. On peut avoir de l'autodérision aussi, de parfois se prendre moins au sérieux et de prendre la vie comme un cadeau de l'instant. Alors, ça va nous amener aussi à une réflexion sur notre rapport au temps. Voilà, mais je vais y venir un petit peu après. Et le quatrième niveau d'énergie, c'est ce que j'appellerais l'énergie de l'âme, c'est-à-dire cette énergie spirituelle qui nous élève. Lorsque l'on contribue à une cause qui nous booste, qui nous stimule, qui a du sens. Le plus élevé des besoins humains, c'est le besoin de contribuer. Vous savez, on n'est jamais aussi fort que quand on a le sentiment, et aussi heureux que quand on a le sentiment de contribuer à une cause qui nous est chère. Voilà donc les 4 niveaux d'énergie qui sont complètement et en permanence en interaction. On ne peut pas scinder les uns les autres. Tout est complètement lié, et c'est bien comme ça. Et ça mérite donc d'avoir un travail sur l'ensemble des 4 éléments. Alors, ça nous amène petit à petit à la notion de leader centré. En Aikido, on parle beaucoup de centrage. Pourquoi centrage? Parce que nous avons tous un sens qu'on appelle le Seika Tanden en japonais, c'est le centre d'énergie vitale. C'est le point de concentration maximale de notre énergie vitale. Et il se situe légèrement sous le nombril, dans le bas-ventre, et c'est là qu'on va concentrer vraiment le maximum d'énergie. Alors, ça va avoir un impact dans notre façon de nous tenir, dans notre façon de respirer. La conscience de ce centre de gravité se traduit dans notre attitude et dans notre gestuelle. Alors, je vois le temps qui passe, donc au besoin, je répondrai à vos questions sur le sujet, mais je vais enchaîner parce que je veux vraiment évoquer d'autres choses. Ça nous amène, alors là, j'ai parlé de l'énergie, considérée comme un élément essentiel de votre leadership, la manière dont vous gérez votre énergie. Le deuxième élément après l'énergie, et qui est bien sûr relié, c'est l'équilibre. Et tout à l'heure, on faisait référence au livre L'équilibriste, c'est pour moi un thème de prédilection parce que nous sommes tous absolument concernés en permanence par les équilibres. Donc les équilibres individuels, l'équilibre de l'autre, relationnel, l'équilibre d'un collectif, l'équilibre lié à l'environnement. Il y a tout plein de sujets autour de l'équilibre passionnants et qui ont un impact direct sur notre niveau de bien-être et notre performance dans tout ce que l'on fait. Donc, vous voyez, cet équilibriste sur le fil, il a plutôt intérêt à être bien dans le présent, parce que le passé derrière lui, il n'a pas intérêt à y revenir. Il pourrait se retourner, mais du coup, il va revenir sur ses pas. Ce n'est pas très intéressant. Parfois, il faut savoir s'arrêter, regarder derrière pour savoir d'où on vient aussi, mais on ne doit pas se focaliser là-dessus. Ensuite, vous avez tout ce qui est devant lui, qu'on peut traduire par son futur, en fait. C'est la perspective de demain, c'est le fait d'avancer, et c'est ce qui nous donne l'envie d'avancer. Mais vous voyez, la seule réalité qui vaille la peine qu'on y mette de l'énergie, c'est le présent. Parce que si le pas du moment n'est pas solide, n'est pas stable, eh bien c'est la chute qui arrive. Donc on doit apprendre, et a fortiori en tant que leader, parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis des autres, c'est de vraiment savoir vivre dans le présent. Alors c'est un vrai sujet en soi, je pourrais vous faire une conférence rien que sur ce sujet, tellement il est riche de perspectives et de sens. Ce que je voudrais juste vous aider à prendre conscience pour l'instant, c'est que c'est un apprentissage de vivre au présent et c'est directement lié à notre capacité de travailler sur nos résistances internes. Parce qu'en réalité, si nous vivons constamment dans le passé ou dans le futur, c'est parce que nous n'arrivons pas à assumer nos peurs. Donc, c'est un vrai travail de connaissance de soi. Voilà, j'y reviendrai à travers les questions si vous le souhaitez. Et voyons, avec Aikido, on est constamment confronté à cette notion d'équilibre, puisqu'on est constamment en déséquilibre. Et c'est à travers le déséquilibre qu'on va retrouver l'équilibre. Au fond, chuter,
Ce n'est pas une fin en soi, c'est une esquive qui permet de se relever. En aïkido, quand vous chutez, vous vous relevez. Et la vie, ce n'est que ça. On esquive par rapport à un obstacle, eh bien, l'obstacle nous apprend à entretenir notre aptitude au rééquilibrage. Voyez, donc, on travaille sur savoir chuter, aller volontairement chuter pour s'entraîner à savoir se relever. Et c'est ça toute la beauté de l'équilibre, c'est qu'il n'existe que dans le déséquilibre. Souvent, les gens essayent de se représenter une vision de l'équilibre comme l'équilibre parfait, l'équilibre stable, l'équilibre permanent, voilà, l'équilibre idéal. Ben, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça n'a pas vocation à exister. L'équilibre, ce sont des moments furtifs de bien-être, de sentiment de stabilité, de paix intérieure. Ben, ça ne peut se faire que lorsque vous êtes confronté au déséquilibre pour y apporter la bonne réponse. Donc, ce sont des moments, on avance petit à petit sur ce chemin de l'équilibre. Voilà, ça c'est le deuxième aspect. Le troisième, c'est très important dans l'esprit du dojo, et c'est continuel tel un rituel, c'est le respect. Le respect est au centre du dojo. Et je crois que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on réfléchisse dans nos organisations aujourd'hui et dans la société en général, parce que le respect se perd beaucoup. Moi, j'ai appris à arriver propre au dojo, vous voyez, et d'être propre tous les jours, d'être propre sur soi, d'être propre, de faire que ma tenue soit propre, de faire que quand je viens m'entraîner au judo ou à l'aïkido, j'ai les ongles coupés pour ne pas risquer de blesser mon adversaire, qui est aussi un partenaire en l'occurrence. Et le respect est ritualisé tout du long de la pratique. Alors, j'ai une petite anecdote pour vous qui pourra vous amuser, parce que moi, enfin, elle ne m'a pas amusé sur le moment. Lorsque j'avais 15 ans, j'étais avec M. Sand, jeune ceinture marron de judo, et j'ai la très mauvaise idée, un samedi après-midi pour l'entraînement, d'arriver à 15h15 au lieu de 15h. Et M. Sand était en train d'expliquer à des élèves donc un mouvement qui demandait donc de la concentration, de l'attention. Et moi, évidemment, en ouvrant la porte, je dérange tout le monde. Voilà, bon. Et M. Sand me regarde, me décoche un de ses regards dont il y avait le secret, bleu perçant. Il me dit, Hubler, à la fin du cours, un tâté. Moi, un tâté, je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais j'ai vite compris ce que c'était. À la fin du cours, il a demandé à 6 ceintures noires de s'aligner en face de moi et en me disant, bah, tu vas maintenant les combattre les uns après les autres. Et bien, croyez-moi, je ne suis plus jamais arrivé en retard au moindre cours. Ce jour-là, j'ai appris pourquoi j'avais tout intérêt à être ponctuel et quel était le sens de cette ponctualité. Donc, vous voyez, c'est le genre d'anecdote qui vous marque. Je vous en parle aujourd'hui, ça fait quand même quelques années. Mais ça me reste. Et il m'a rendu un grand service. Et lorsqu'on parle de bienveillance et d'exigence, voilà pour moi un exemple très, très marquant de la plus grande bienveillance, parce qu'il m'a rendu un très grand service en me faisant souffrir, parce que l'exigence, c'était tu vas te battre jusqu'au bout et tu ne lâcheras pas. Et ça m'a construit. Au même titre que tous mes voyages, j'ai beaucoup voyagé dans la vie. Les voyages m'ont systématiquement construit, appris des choses, même si je me suis retrouvé dans des galères comme vous sans doute, dans des tas de circonstances. Voilà. Donc le respect, c'est très important. C'est ritualisé à travers le salut du professeur, le salut de votre partenaire, le salut du tatami, le salut du portrait du fondateur de la discipline, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on peut translater dans la vie d'entreprise au quotidien. C'est une pratique essentielle. Le quatrième point, c'est ce que les Japonais appellent Shoshin, c'est l'esprit du débutant. Gardez toujours en tant que leader cette notion d'humilité. Vous êtes un apprenti permanent et c'est ce qui fait la beauté du leadership. C'est quand, au fond, la ceinture blanche, c'est l'évocation de la remise en question. Voilà, le fait de ne jamais s'installer dans des certitudes, parce qu'alors là, c'est le mouvement qui s'arrête. Et on a donc énormément à apprendre chaque jour. La ceinture blanche et l'évocation. Vous savez, moi, j'ai formé des milliers de personnes avec cette méthode Aikido Management où, dans la plupart des cas, ils arrivent, je leur remets un kimono dans la session. Et quand vous avez un dirigeant d'un grand groupe qui doit mettre un kimono et une ceinture blanche, bah, ce n'est pas forcément quelque chose de très spontané au départ, mais je peux vous dire que tout le monde en comprend le sens rapidement, parce que d'abord, tout le monde est habillé de la même manière, et la ceinture, c'est justement une évocation de ce leadership. Je suis Shoshin, je suis un débutant. Et quand je serai, comme disent les bouddhistes tibétains, quand tu seras au sommet de la plus haute montagne, continue de grimper. Eh bien, voilà, c'est ça l'idée de l'apprenti permanent. Même si vous êtes ceinture noire avec X Dan, parce que vous pratiquez depuis longtemps et que naturellement vous évoluez dans votre pratique, gardez cet esprit de l'apprenti permanent. Et également, dans cette idée-là, il y a l'idée, dans l'humilité, du service qu'on apporte aux autres. Vous savez, il y a l'idée qu'avait développée James Hunter, je crois, un auteur américain, mais pas que lui d'ailleurs, hein, dans le domaine du leader-serviteur, c'est que nous sommes d'abord, en tant que leader, au service d'une équipe, d'une entreprise, d'une organisation, de nos clients. Nous sommes au service, et c'est ça le plus beau, c'est cette contribution dont je parlais tout à l'heure.
dans l'énergie spirituelle, être au service, c'est très valorisant. C'est un honneur, c'est une belle cause. Par contre, il faut choisir ce à quoi on rend service pour que ça nous élève. Voilà. Et le dernier point, voilà, je l'illustre à travers cette image-là, c'est, vous savez, au niveau des relations entre les êtres humains, malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. On veut avoir raison. On est dans la dualité, du coup, parce qu'une vérité confronte une autre vérité. Vous voyez bien que dans ce cas présent, les deux ont raison et les deux ont tort, puisque ça tout dépend du point de vue. Et bien, en réalité, l'aïkido va nous apprendre à être dans ce qu'on appelle l'utilisation de l'énergie positive et de l'énergie neutre, l'énergie négative. Il n'y a pas d'énergie positive négative qui existe en tant que telle. L'une n'existe que par rapport à l'autre. Au fond, ce symbole-là que vous avez là sous les yeux s'appelle Enzo, c'est le cercle zen, qui a énormément de valeurs symboliques. Il y a là-dedans la valeur du vide, qui est la base de la création. Il y a la valeur du mouvement, de la dynamique, de la remise en question. Vous voyez, le cercle n'est pas fermé, le cercle n'est pas parfait. Il est en mouvement permanent. Et bien, de la même manière, dans les relations humaines, il faut qu'on sache co-construire, favoriser la coopération, reconsidérer ce qu'est la compétition. Ce n'est pas les autres qui sont nos compétiteurs, c'est nous qui sommes notre propre compétiteur. Donc, c'est un apprentissage de la gestion de notre ego. C'est toutes ces notions-là qui sont développées à travers cette symbolique. Et donc, l'aïkido est un art martial très sphérique parce qu'on utilise l'énergie de l'autre, on l'emmène. Et donc, c'est également le concept de fluidité. Bruce Lee disait, un journaliste qui l'interrogeait, disait, Be water, my friend. C'est vraiment ça, be water, soyez l'eau, parce que l'eau est l'élément, d'ailleurs, il est notre élément constitutif premier, 3/4 de notre organisme est constitué de liquide, et bien nous sommes de l'eau, sachons développer notre fluidité et l'entretenir. Voilà, j'ai fait au mieux par rapport au timing, j'espère ne pas avoir trop dépassé. Et puis voilà, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que j'aurai été assez clair, et à présent, je suis tout ouvert à vos questions. Voilà. Je rends la parole. Merci Eric. Écoute, les questions effectivement commencent à tomber, donc je me propose de te les poser au fil de l'eau. En commençant par la première question, quel conseil donneriez-vous en priorité à un dirigeant confronté à la crise actuelle? Ça, c'est une bonne question. Qui concerne sans doute beaucoup de monde d'ailleurs. Alors, bon, des conseils, il y en aurait évidemment différents à donner. S'il y avait un conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de se recentrer. Vous savez, je fais un lien complet entre la notion de développement personnel d'un dirigeant. On a tous une énergie qui émane de nous, donc c'est le moment ou jamais de se recentrer et puis de garder le contact. Donc c'est le lien entre l'énergie personnelle du leader, du dirigeant, donc une réflexion sur quel type de modèle il veut pour demain. Vous voyez, dans le titre, j'ai dit présence, bienveillance et résilience. Comment est-ce qu'il se situe, ce dirigeant, par rapport à ces questions-là? La présence, est-ce que je sais vivre dans l'instant présent? Est-ce que je sais être à l'écoute dans l'instant présent? Ou est-ce qu'on se focalise toujours sur un futur qui finalement nous déstabilise? Apprenons à vivre dans le présent, à apprécier les conquêtes, à apprécier les apprentissages. Mais pour que le dirigeant puisse le faire de manière opportune et efficace avec son équipe, il faut déjà que ça passe par son propre filtre. Donc, je crois vraiment à l'importance de réfléchir, de se nourrir, pour être en capacité d'aborder demain avec aucun stress, mais au contraire une grande sérénité, un amour de la vie, un amour du travailler ensemble, parce que c'est ça l'enjeu. C'est pas une fois que la vie se termine qu'on peut se dire mince, j'aurais peut-être dû. Non, c'est maintenant que ça se joue. Oublions l'idée qu'il y a du futur. Le futur, je vous l'ai dit, c'est un moteur, mais ce ne reste qu'une illusion. Le futur sera ce que vous serez dans le présent. Donc, vraiment, ce travail de recentrage, de nourriture, de regarder les peurs en face également, de dire mais de quoi j'ai peur, pourquoi j'en ai peur. Je n'ai pas tellement évoqué cet aspect, mais il y a vraiment des développements très intéressants à faire sur la peur. Voilà, donc ce serait vraiment le premier conseil, se recentrer et garder le contact avec les équipes en disant que de toute façon, il y a toute raison d'avoir confiance en demain. Vraiment, ça c'est le message. Comment peut-on transmettre l'esprit du dojo au sein d'une entreprise? Alors, là encore, vaste question. Bon, d'abord, il y a, je vous l'ai dit, l'importance du respect.
alors, on peut faire des actions. Moi, c'est ce que je fais dans les entreprises, hein. J'interviens, je vous l'ai dit, je travaille beaucoup auprès des équipes dirigeantes et du management. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais des séminaires de formation qui durent 2 jours, 3 jours avec du suivi pour faire travailler sur vraiment cette notion de leadership par l'équilibre, avec beaucoup d'exercices pratiques. C'est très interactif ce que je propose. Je fais des conférences. Bon, maintenant, au-delà de mes actions à moi, c'est d'avoir une vraie réflexion sur quelles sont nos valeurs d'entreprise. Et nos valeurs d'entreprise sont d'une certaine manière le reflet de nos valeurs en tant qu'être humain. Là, je vous ai donné 5 axes. Vous voyez, l'énergie, l'équilibre, le respect, l'humilité et la fluidité. Ce sont des éléments sur lesquels vous pouvez vraiment faire travailler votre entreprise sur n'importe quel projet. Alors, ce serait long à développer parce que chacun de ces 5 thèmes, vous voyez, quand je parle du respect, par exemple, le respect, c'est déjà de commencer évidemment par se dire bonjour. Alors aujourd'hui, c'est plus compliqué, on se check du coude ou on dit bonjour à distance, mais ça n'empêche, le bonjour, ça passe aussi par la manière de regarder les autres. C'est le sourire, c'est l'énergie qui émane de vous. Donc, si vous voulez, le respect, ça commence par ça. Ce serait sans doute la clé d'entrée première, c'est apprenons à nous respecter soi-même, les autres, les lieux. Faisons que notre espace, notre dojo d'entreprise soit un lieu propre, un lieu sain, un lieu où on ait plaisir à travailler. Ça peut être déjà une première clé, vous voyez, pour instaurer des manières de travailler. Et puis surtout, cette notion d'énergie personnelle. Soyez attentifs à votre énergie. Ayez chaque jour du temps pour que vous soyez en capacité de donner du meilleur temps pour les autres. Voilà, c'est peut-être un petit peu général comme réponse, mais il y a beaucoup d'aspects. Comment gérer en entreprise lorsque des collaborateurs ne sont jamais ponctuels et sans tatami? Quand les gens ne sont jamais ponctuels, il faudrait se demander pourquoi les gens ne sont pas. Vous voyez, une première chose qui me vient à l'esprit, les gens sont-ils motivés pour être ponctuels? Je vous ai montré tout à l'heure la boucle, l'énergie, la confiance, le bien-être, la motivation, l'engagement, les résultats. Il est important de se dire que si les gens ne sont pas ponctuels, c'est qu'ils sentent qu'ils peuvent ne pas l'être. Et je peux vous dire, je vous ai pris l'exemple exprès du tatami, du taté là, avec Monsieur Sand sur le. J'ai bien compris ce jour-là que si j'étais à nouveau en retard, je le payerais très cher. Donc, ce n'est pas la peur, c'est simplement, c'est un apprentissage. Alors, quand on voit tout plein de réunions qui ne démarrent pas à l'heure, vous savez, moi, la réponse elle est extrêmement simple. Si la réunion est à 11 heures et à 11h01, grand maximum, il n'y a pas tout le monde, je ferme la porte à clé. Et c'est ça l'exigence par rapport à la bienveillance. Je suis très bienveillant en fermant la porte à clé parce que je rends service. Et si les gens ne sont pas intéressés pour venir, on peut se poser la question de savoir, sont-ils intéressés pour travailler dans l'entreprise? Mais tout ça, ce n'est pas des choses qui doivent passer par à la baguette. C'est de la communication, c'est de la pédagogie. Et ça veut dire que le dirigeant lui-même doit se poser les questions de savoir, mais pourquoi mes équipes ne sont pas à l'heure? Est-ce que j'ai manqué de… Est-ce que d'abord je suis moi-même à l'heure? Est-ce que je donne l'envie d'être à l'heure? Et est-ce que les gens comprennent l'intérêt de l'être et le danger de ne pas l'être, etc. C'est toutes ces questions. Donc je crois que c'est souvent, vous savez, c'est la partie émergée de l'iceberg, le manque de ponctualité. C'est que derrière, il y a besoin de revenir sur certaines valeurs. Et donc quand je vous parlais par exemple du respect, la ponctualité est une des notions qui rentre dans cette valeur respect. Pour que ces philosophies du respect et de l'équilibre aient tout le sens et la place qu'ils méritent dans les entreprises, n'est-il pas indispensable d'interroger en amont les valeurs et les objectifs de l'entreprise? Je pense prioritairement à la logique financière de bénéfices immédiats, qui semble en opposition avec les philosophies du bien-être, de bienveillance, et peut créer un schisme entre pratique et théorie, pour que bienveillance et exigence ne s'opposent pas artificiellement. Très belle question. Très bien formulé en plus, tout à fait. C'est très vrai, les objectifs à court terme, si le financier l'emporte sur la logique d'entreprise. Alors attention, il ne s'agit pas de dire, parce que c'est souvent l'erreur, le travers dans lequel on tombe, c'est ça ou ça. Vous avez bien compris, dans l'aïkido, on n'est pas dans ça ou ça, c'est ça et ça.
on doit être extrêmement rentable. Moi, je vous ai dit, l'entreprise où j'ai travaillé 12 ans, on a été classé dans les PME les plus performantes de France, mais on travaillait sur l'humain constamment. Le jour où on nous a appris qu'on était dans ce classement, mais on n'avait jamais couru après. À la limite, je dirais presque qu'on s'en moquait, ce n'était pas notre sujet, on faisait notre boulot. Simplement, on l'a fait avec le souci du bien faire, le souci du collectif, le souci de la qualité à tous les niveaux, une certaine recherche d'excellence, mais le financier faisait partie. Il faut avoir une bonne gestion d'entreprise, il faut être rigoureux, ça fait partie. Donc, je suis toujours un petit peu méfiant parce qu'on a une tendance, et surtout en Occident, à dire oui, le financier s'oppose finalement au bien-être. Non, pour moi, tout ça doit aller ensemble. Le financier, le profit découle du bien-être, ça me semble naturel, et le dirigeant est le porteur de ça. Alors évidemment, la question se pose lorsqu'on a des actionnaires qui, eux, ne sont pas sont derrière leur tableau de bord sur Excel et disent voilà, faites comme ci, faites comme ça, mais n'ont aucune idée de ce qu'est le terrain. Bon, ça c'est compliqué parce que vous êtes à la merci de gens qui vous dirigent sur un plan financier. Maintenant, même dans un groupe où ce genre de choses règne, on peut toujours essayer de créer sa bulle différemment. Mais ce n'est pas évident parce qu'il y a toujours une telle pression qu'on vous rappelle, et le reporting devient un non-sens. C'est-à-dire qu'à force de tout contrôler, vous savez, ce fameux principe de précaution, au fond, on n'a plus confiance ni en les gens, ni en notre capacité à générer de la valeur. Donc je pense que c'est tout un modèle d'entreprise qui se pose. La judo-stratégie, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait quand on est un petit acteur, et ça a été notre cas, pour battre entre guillemets, ou en tout cas se montrer plus efficient et performant que des entreprises beaucoup plus importantes que nous en termes de moyens financiers, c'est parce qu'on travaille sur de la proximité client, du respect des gens, de la rigueur, de la capacité à répondre très vite à des sujets, de la capacité à gérer tous les litiges qui peuvent se présenter quand il y en a, et ça peut arriver avec un produit, vous lancez un produit, le régler avec tout le respect et la rapidité qui s'impose. C'est à force de toutes ces petites choses-là, accumuler les unes aux autres, qu'on arrive à être plus performant que des acteurs beaucoup plus puissants. Donc, si le court terme l'emporte, il est évident qu'on perd la vision du long terme. Et le long terme, c'est investir dans les gens, prendre le temps de réfléchir, de se remettre en question. Enfin, c'est toutes ces dynamiques et vous savez, pour arriver au long terme, il faut du court terme. Donc, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Il est évident que si je n'ai plus la trésorerie il y a 3 mois, je n'existerai pas dans 50. Bon, donc, on est obligé d'associer les deux. Mais je crois qu'il ne faut surtout pas oublier le long terme. Et le long terme, il est basé sur une bonne gestion de l'humain d'abord, évidemment. Comment expliquez-vous que la bienveillance soit un mot si peu utilisé dans une campagne électorale? J'hésite à l'utiliser sous peine d'être considéré comme étant naïve. Ouais. C'est un mot, vous savez, à l'époque, quand on parlait du gentilhomme, il n'avait rien d'abonnet, le gentilhomme. Hein, le gentil, aujourd'hui, être gentil, c'est presque associé, même associé souvent à de la faiblesse, ce qui est totalement dingue. Être gentil, être bon, être bienveillant est sans doute la qualité humaine, non seulement la plus précieuse, mais la plus difficile à acquérir, parce que pour faire preuve de bienveillance vis-à-vis d'autrui, en général, il faut faire preuve de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Alors, vous savez, des gens qui vont critiquer la bienveillance, qui vont s'en éloigner, qui vont la dénigrer, sont des gens qui ne sont pas à l'aise avec dans ce rapport de bienveillance vis-à-vis d'eux-mêmes. Ce sont des échappatoires. Il y a des peurs derrière ça, il y a des résistances, il y a des blocages. C'est tellement plus simple de dire que tu es complètement stupide d'être bienveillant, soyons efficaces. Bon, ça, c'est d'un autre monde. Donc, je crois qu'il faut avoir le courage de la bienveillance, sans pour autant tomber dans, effectivement, il y a un problème aujourd'hui avec la bienveillance, c'est que si elle est dissociée de la notion d'exigence, elle pose problème. Parce qu'un manager bienveillant qui manque d'exigence, pour moi, n'est pas suffisamment bienveillant. Je pense qu'il faut avoir l'exigence de la bienveillance, mais être aussi bienveillant dans son exigence. Autrement dit, il y a ce que l'on dit, mais il y a ce que l'on fait pour les autres. Et lorsqu'on est en demande de rigueur, d'aller plus loin, dépassez-vous, dépassez vos limites, etc., c'est une expression de bienveillance, mais qui n'est pas ni entre guillemets du soft de bas étage, voyez, non, c'est de la conquête, c'est l'association de l'équilibre et de la performance, c'est de l'association de la douceur et de la fermeté, mais de la plus grande fermeté comme de la plus grande douceur. C'est ça la notion d'harmonie de Aikido, vous voyez, c'est associer ce qui parfois est perçu comme contraire ou
inconciliables, alors que c'est vraiment dans la combinaison de ces deux-là, c'est yin-yang, hein, c'est le plein et le creux, c'est le plein et le vide, c'est ça qui permet de faire vivre ensemble. Donc, il faut vraiment avoir toujours ça à l'esprit, c'est que pour moi, un bon manager performant et très équilibré va savoir avoir ces deux bras armés que sont l'exigence, la bienveillance, la plus grande force et la plus grande souplesse. Ces deux-là marchent ensemble. Voilà, c'est ça qui me paraît vraiment central. Quels sont les conseils que vous donneriez à un dirigeant pour trouver son équilibre? Alors, l'équilibre, c'est déjà un mot tellement vaste. Euh, bon, je disais tout à l'heure qu'il y a ces 4 niveaux d'énergie. Je pense il faut prendre du recul, euh, ne surtout pas s'oublier soi-même. Vous savez, souvent j'utilise une image avec des cercles concentriques. Vous avez au centre de ce cercle, vous avez le soi. Mais le soi, ce n'est pas le moi égoïste, c'est le soi, c'est-à-dire vraiment la plus belle partie de votre être. Bon. Et puis autour, vous avez tout ce qui est environnemental. Vous avez l'autre, vous avez le collectif, vous avez l'environnement, etc. C'est important de travailler sur la connaissance de soi. Savoir se connaître, c'est par exemple savoir comment on réagit dans certaines situations, pourquoi est-ce que la peur prend le dessus dans certaines autres, etc. Donc, c'est prendre du temps chaque jour, et non pas une fois par mois ou encore moins une fois par an, chaque jour un petit peu de temps pour soi, à la fois sur le registre de l'exigence et le registre de la bienveillance. Autrement dit, l'exigence, ça va être par exemple apprendre, remettre en question de certaines certitudes, regarder ce qui nous fait peur en face, travailler sur soi. Et puis de l'autre côté, c'est se faire du bien à soi. Autrement dit, c'est ce qui est du ressort de l'estime de soi, être bienveillant avec soi-même, ne pas non plus demander toujours plus ou toujours trop, ou non, de se dire bah, il est temps maintenant que je parte du bureau, je vais aller marcher, je vais prendre mon chien, je vais aller marcher, ou je vais aller au restaurant avec mon épouse, ou je vais aller. Vous voyez, je vais être en contact avec les enfants, parce que vous voyez, l'équilibre pour moi, c'est déjà connaître ses valeurs, et si vous avez une famille, prenez soin de votre famille. Et pour bien prendre soin de votre famille, prenez soin de vous. Donc, prendre soin de vous, dormez bien, essayez de bien dormir. Moins vous serez stressé, mieux vous dormirez. Donc, ça veut dire prenez du temps pour vous, accordez-vous ce temps-là. Vous voyez, c'est un autre débat, celui-là. C'est la différence entre l'efficacité et l'efficience. Beaucoup trop de dirigeants cherchent l'efficacité. Je pense que c'est l'efficience qu'il faut chercher. Comment est-ce qu'on obtient des résultats très performants en dépensant moins d'énergie? Alors, ça nous amène sur un autre sujet qui est ce qu'on appelle effortless action. Vous voyez, c'est l'action sans effort, être à sa juste place, exprimer nos talents, être vraiment là où on doit être. Donc, ça peut poser cette question également à l'équilibre. C'est est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Est-ce que je fais ce pourquoi je suis fait? Ou est-ce que j'ai des frustrations profondes, bien enfouies, qui finalement laissent penser que peut-être j'aurais dû faire autre chose et que je continue à lutter pour faire ce qu'on m'a dit de faire ou ce que je me suis convaincu qu'il fallait faire. Donc, vous voyez, ça soulève quand même pas mal de questions, hein, l'équilibre. Donc, c'est prendre le temps d'y réfléchir. Voilà, sur cette juste place, être plutôt efficient. Donc, pas chercher à faire plus, mais à faire mieux. C'est ça l'action juste aussi, par exemple. Voilà. En judo, nous utilisons le déséquilibre du partenaire pour prendre l'avantage, dans un randori par exemple. Comment pouvons-nous faire cette analogie dans le monde de l'entreprise? Alors ça, c'est fatalement un pratiquant qui pose la question, puisque déjà le terme randori, tout le monde ne le connaît pas. C'est tout à fait ça. Hein. Dans le judo, effectivement, on va utiliser le déséquilibre pour justement prendre l'avantage. Alors, en judo stratégie, vous avez 3 principes, qui est de toujours avoir un coup d'avance. Donc, le petit acteur a cet avantage de la mobilité. Il n'est pas bloqué dans des processus trop lourds, les processus décisionnels, organisationnels, de reporting et tout. Il est beaucoup plus agile. Donc, l'agilité, c'est la première chose. Et ça veut dire aussi l'agilité intellectuelle, être capable de créer des nouvelles idées avant les autres, en fait, pour que, vous savez, votre focus ne soit pas porté sur vos concurrents, mais sur ce que vous voulez apporter à vos clients. La vraie valeur ajoutée, elle n'est pas de se comparer aux autres, parce qu'un bon judoka n'est pas un judoka qui se compare, c'est un judoka qui innove, qui va plus vite, qui a toujours ce coup d'avance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir utiliser le déséquilibre aussi de votre… Alors, si on me ramène dans la logique du judo, dans le judo, on est quand même plus dans l'opposition
qu'en Aïkido. Moi, j'ai commencé par le judo, puis je suis allé vers l'Aïkido, qui était une logique progressive. Je pense qu'il faut savoir coopérer aussi avec des gens qui peuvent vous apporter certaines choses. Aujourd'hui, on est à l'ère de la coopération, donc, ou de la coopétition, par exemple. C'est-à-dire de changer de regard sur la compétition, de voir ce qu'un concurrent peut vous apporter, ce que vous pouvez lui apporter. Réfléchir intelligemment par rapport à ça. Et puis, lorsque vous êtes vraiment en situation concurrentielle, d'utiliser les effets de levier. Ça, c'est le principe au judo. C'est on utilise la puissance de notre concurrent va se retourner contre lui. Alors, ça peut être tout plein de choses. Ça peut être, par exemple, vous avez un fabricant qui a une très, très grande usine avec des matériels hyper pointus dans un certain type de technologie. Et puis, vous arrivez avec une technologie plus moderne, moins coûteuse, plus écologique. Finalement, toute l'usine, toute la magnifique usine de votre concurrent va devenir vite obsolète parce que vous avez apporté la technologie. C'est ce que j'ai fait avec mes coussins pour chiens. Hein. C'est d'apporter une technologie qui est en total changement de paradigme par rapport à ce que tout ce marché a l'habitude de faire. Et donc, c'est de la créativité, c'est de l'agilité. Voilà. Je ne sais pas si je réponds pleinement à la question, mais voilà les axes vers lesquels la judo-stratégie permet de faire vraiment la différence. Mais il faut toujours avoir par contre ce coup d'avance, parce qu'après vous avez des sumo-stratèges en face parfois qui peuvent aussi vous écraser. Donc, voilà, c'est un jeu, un rapport de force et de flux. Comment aligner concrètement les différents enseignements du dojo sur les temporalités de l'entreprise, court terme, long terme, et les rythmes naturels de chacun? C'est intéressant. Alors, je pense qu'il faut des rituels. Moi, je connais des entreprises qui s'y essayent, hein, j'en accompagne d'ailleurs, et je crois qu'il faut déjà relier qui est l'individu et le collectif. Vous avez des entreprises qui valorisent à fond l'individu et qui oublient le collectif. Donc, on est vraiment dans l'approche individualiste. Vous avez à l'inverse des entreprises qui valorisent à fond le collectif, mais qui oublient un peu l'individu. Donc, je crois que la première chose, c'est de relier la place de l'individu en tant qu'individu et au sein du collectif. L'un se nourrit de l'autre. Bon, donc ça, c'est la première chose. Donc, on ne distingue pas ce qui est l'équilibre d'une personne, l'équilibre d'un collectif, l'équilibre d'une organisation. C'est complètement imbriqué. Ça, c'est la première. Ensuite, ritualiser. Je pense qu'il faut se donner régulièrement, voire très régulièrement, des rendez-vous qui nous sortent de la dimension purement opérationnelle de ce qu'est notre entreprise. Autrement dit, apprendre à se connaître, apprendre à échanger, à partager des moments ouverts. Ça, c'est important parce que je vois l'effet que ça a. Et les gens se découvrent autrement. Et alors après, tout va beaucoup plus vite, tout va beaucoup plus facilement. Vous voyez, ce qui était blocage a été débloqué parce que simplement les gens ont appris à se connaître différemment. Et c'est pour ça que ça passe aussi par parfois des exercices du corps. On fait des choses un peu différemment. Je crois qu'il faut ritualiser la tendance vers l'équilibre. Et naturellement, ça va changer les pratiques, ça va changer le mindset des gens qui vont se sentir peut-être progressivement plus en confiance, avoir envie de contribuer davantage, moins se poser la question de savoir pourquoi ils font ça, ça devient naturel, ben oui, et puis on a plaisir à travailler ensemble. Donc, c'est se donner des rendez-vous. Alors, ça peut être des rendez-vous soit avec une équipe, ou ça peut être des rendez-vous à deux, ça peut être tout ce qui est, vous savez, l'importance de la pause café, c'est des manières de savoir développer de nouvelles ressources, hein, des ressources humaines dans l'entreprise. Il y a, bon, voilà, c'est une réponse totalement très partielle, parce qu'après, ça dépend du cas de chaque entreprise, de comment elle fonctionne. Mais il y a vraiment des pistes. Je crois que la notion de ritualisation est importante. Je vous ai dit dans le dojo, le rituel est important, le rituel du salut. C'est une manière de se rappeler constamment de cette importance d'être respectueux, bienveillant, à l'écoute. Voilà. Donc, après, on peut réfléchir sur quel type de rituel implanter dans l'entreprise. Et puis, je reviens sur associer l'individu et le collectif. On va prendre une dernière question. Mhm. Le Raishiki est très important en Aïkido. Pensez-vous qu'une entreprise peut avoir le sien ou est-ce trop demandé? Oui, l'étiquette. Alors, c'est l'ADN de l'entreprise qui est en question là. C'est-à-dire, je crois qu'il est important que l'entreprise connaisse son ADN et des codes qui correspondent en fait à l'expression de son ADN, donc de ses valeurs. Les comportements, en fait, c'est la matérialisation de ce que sont les valeurs. Donc, on a besoin
On a besoin de codes. Vous savez, il y a le code moral du samouraï, par exemple, avec des notions comme justement le respect, le courage, la loyauté qui fait partie de ce code. Bon. Donc, il faut traduire de manière espacielle, c'est-à-dire que l'espace dans lequel on travaille, les codes de conduite dans l'entreprise doivent être l'émanation de ce que sont nos valeurs, notre ADN, notre colonne vertébrale, j'allais dire. Vous voyez, l'intégrité, elle doit se traduire dans les faits. Donc oui, on peut tout à fait établir de relier ce qui est du domaine un peu la philosophie de l'entreprise, sa culture, et ce qui est l'organisation de l'espace et les comportements dans cet espace. Voilà, bon, c'est un vaste sujet ça encore. Eh bien, merci Eric pour ce partage et cette vision sur la présence, la bienveillance et la résilience dont le manager doit faire preuve pour développer son leadership. Merci également à vous tous pour votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. Vous étiez encore une soixantaine aujourd'hui à vous être inscrits, à vous être connectés également pour participer à ce webinaire du club Entreprise de Grenoble. Nous espérons que ce sujet vous a permis d'entrevoir en tout cas le comportement et l'énergie du leader sous un nouvel angle. Et puis, bien sûr, comme chaque fois, si vous souhaitez approfondir ces réflexions, vous pourrez joindre Eric Hubler. Le club sera ravi de vous mettre en relation avec lui. Notre prochain petit déjeuner aura lieu dans 2 semaines. Le jeudi 28 à 11h, nous accueillerons Emmanuel Mathias, qui a été pendant de nombreuses années speaker commercial pour Apple France. Il a fondé une entreprise spécialisée dans la formation à la prise de parole et également responsable commercial chez Salesforce. Au cours de cette conférence, vous découvrirez comment réussir vos prises de parole en distanciel avec des slides. Le contexte actuel nous incite ou parfois nous contraint à utiliser des outils de visioconférence sans forcément, pour la plupart d'entre nous, en avoir ni la maîtrise technique ni les codes. Voilà. Vous recevrez, comme il est de coutume, maintenant une invitation qui vous permettra de vous inscrire à ce prochain rendez-vous du club Entreprise de Grenoble. Et dans l'attente du plaisir de vous accueillir donc jeudi 28, nous vous souhaitons à tous une belle fin de semaine et prenez soin de vous. Au revoir. Merci, au revoir.